Merci, Monsieur le Premier ministre. La parole est à Monsieur Patrice Vercher. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, le 14 avril dernier, le Président de la République posait les jalons de sa nouvelle candidature à l'élection présidentielle par un tonitruant « Oui, ça va mieux ». Depuis, il répète sa formule à qui veut bien l'entendre. C'est probablement ce qu'on appelle le comique de répétition. À un an des élections, François Hollande réendosse donc son costume de Monsieur Petite Blague. Mais ne nous y trompons pas, les Français rient jaune. Ils se demandent lorsqu'ils écoutent François Hollande dans quel monde il vit. Pas dans le leur, assurément. Pas dans un monde normal. Étrange paradoxe pour un président qui se voulait le garant de la normalité. Car les chiffres sont têtus, Monsieur le Président. Depuis 4 ans, le chômage a fortement progressé dans notre pays, alors qu'il a reculé de manière significative chez nos voisins. En février 2016, il a atteint son niveau le plus haut depuis 1997 et le chômage des jeunes a quant à lui dépassé les 25%. Depuis 4 ans, Monsieur le Premier ministre, les Français sont accablés d'impôts. La baisse de la pression fiscale n'a été réelle que pour ceux qui en payaient déjà peu, tandis que les classes moyennes et supérieures concentrent encore un peu plus le poids des impôts et des taxes en tout genre. Quand la crise de 2008 n'est plus qu'un mauvais souvenir chez nos voisins européens, la France reste engluée dans une croissance toujours largement inférieure à celle de la zone euro. La France n'est plus la 6e puissance économique du monde, elle serait devenue la 9e à en croire le FMI. Soyez honnête, Monsieur le Premier ministre, si certaines statistiques s'améliorent, cela est dû avant tout à des facteurs extérieurs, croissance mondiale dynamique, faiblesse des taux d'intérêt, prix du pétrole au plus bas. Alors non, la France de 2016 ne va pas mieux que celle de 2012. Dès lors, quand allez-vous cesser de berner honteusement les Français qui, croyez-moi, ne méritent pas les affronts répétés de l'autosatisfaction de M. Hollande? Pour conclure, je vous rappelle les propos de François Hollande en 2006, je cite « Le 49.3 est une brutalité, un déni de démocratie, une manière d'empêcher le débat parlementaire ». Merci. La parole est à Monsieur Michel Sapin, ministre des Finances et des Comptes publics. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Vercher, lorsqu'on fait des comparaisons entre 2012 et 2017 ou 2016, et vous avez raison de vouloir faire ces comparaisons, on les fait complètement. On cite la situation de 2012, l'explosion du chômage en 5 ans, l'explosion des déficits en 5 ans, la perte de compétitivité en 10 ans, la perte de capacité à l'exportation extrêmement rapide. Et l'on compare les évolutions. Que s'est-il passé depuis 5 ans? Nous avons demandé aux Français les efforts nécessaires pour redresser la France. Et dans ces efforts nécessaires, il y avait la nécessité de rendre à notre économie et à nos entreprises leur capacité d'investissement. Et monsieur le député, vous le savez, l'investissement a repris en France. Et derrière l'investissement, il y a la capacité d'embauche. Monsieur le député, on peut toujours tourner tout en dérision. Ça a pu éventuellement nous arriver aussi. Mais lorsque le chômage baisse au premier trimestre de cette année, vous ne pouvez pas faire comme si ça n'était pas vrai. Pour ceux qui ont retrouvé des emplois au cours de ce premier trimestre, c'est une réalité. Pour les jeunes dont le chômage baisse continuellement depuis plusieurs années, c'est une réalité après une augmentation du chômage au cours des années qui précédaient. Monsieur le député, ça ne va pas mieux pour tout le monde, chacun le sait. Et le premier respect que l'on doit, c'est à ceux qui aujourd'hui sont encore dans la difficulté. Mais pour la France, les choses s'améliorent réellement. Et au lieu d'en faire un débat strictement polémique, vous devriez mieux faire comme certains chez vous qui nous disaient « quand ça va mieux pour la France, en termes de patriotes, je suis heureux de l'être ». Merci. La parole est à Madame Catherine Coutel. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, en politique comme ailleurs, le harcèlement sexuel est intolérable. Mais les élus se doivent d'être exemplaires. Vous aussi. Les députés, plus que tout autre. S'il vous plaît. Et ils font la loi, Allez. notamment sur le harcèlement et les agissements sexistes. Une affaire secoue notre Assemblée, la justice s'en est saisie, je ne la commenterai pas. Mais elle doit contribuer à lever l'omerta qui pèse encore sur les femmes victimes de harcèlement et permettre que la parole se libère et que la honte change de camp. En tant que présidente de la délégation aux droits des femmes, je veux vous interroger sur l'application des lois que nous avons votées et renforcées. La première loi du quinquennat est celle de 6 août 2014 relative au harcèlement sexuel,
Le Conseil avait invalidé celle de 92 car les définitions n'étaient pas assez claires. Cette loi nous a permis de mieux définir le harcèlement qui est, j'insiste, un délit pour l'ensemble de la société. Une proposition de loi qui sera examinée en juin au Sénat et que nous avons adoptée à l'unanimité propose de doubler les délais de prescription. Mais pour les victimes, la difficulté est surtout de parler et d'apporter la preuve des faits. Nous avons travaillé sur l'inversion de la charge de la preuve. Les victimes ne doivent plus avoir à prouver, mais comme pour les discriminations, elles doivent apporter des éléments de fait et c'est à l'agresseur de prouver qu'il n'a pas fait ces faits. Monsieur le Premier ministre, pouvez-vous nous dire quelles mesures vous entendez proposer pour renforcer la lutte contre ce fléau du sexisme ordinaire qu'est le harcèlement sexuel et dans tous les domaines de l'action publique? Pouvez-vous nous dire si vous entendez prendre des mesures spécifiques pour les politiques et pourquoi pas aboutir à des peines d'inéligibilité? Il faut donner un coup d'arrêt au harcèlement dans la société et à partir en politique. Les femmes veulent être entendues, elles doivent pouvoir parler et avoir justice. Merci Madame Coutel. La parole est à Madame Laurence Rossignol, ministre des Familles, de l'Enfance et des Droits des Femmes. Madame la députée Catherine Coutel, soyons clairs, le harcèlement sexuel dont chaque femme, je dis bien chaque femme, peut être victime sur son lieu de travail, dans son organisation politique, sur son lieu d'études, dans l'espace public, dans la sphère familiale et amicale. Le harcèlement sexuel pourrit la vie des femmes. Esquiver les dragueurs, échapper aux lourdeaux, aux harceleurs, aux prédateurs, être constamment sur le qui-vive, colonise et gaspille trop de temps de cerveau disponible des femmes. Le harcèlement est une violence faite aux femmes qui le subissent. Et comme les autres violences, le harcèlement instille dans l'esprit de la victime le doute sur sa propre culpabilité. Qu'ai-je bien pu dire? Qu'ai-je bien pu laisser entendre? À quel endroit n'aurais-je pas dû me trouver? Comment n'aurais-je pas dû m'habiller? Pourtant, les rapports amoureux entre les sexes, entre les hommes et les femmes, obéissent à un principe très simple. Quand une femme dit non, c'est non. C'est pourquoi depuis 2012, le gouvernement a fait de la lutte contre le harcèlement sexiste et sexuel une priorité. Vous les avez évoqués, d'abord avec la réforme du code pénal qui a inscrit et redéfini le délit de harcèlement sexuel. Ensuite, avec le décret de 2015 sur le harcèlement sexiste et sexuel dans les universités, ce qui prouve bien que le harcèlement sexuel n'est le privilège et l'apanage d'aucun milieu, d'aucun lieu. Et je souhaite vivement que la publicité des débats donnés dans le milieu politique serve à toutes les femmes pour qu'elles s'expriment et à tous les hommes dans tous les milieux pour qu'ils s'interrogent sur leurs propres responsabilités. Enfin, je souhaite vivement que